Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Comme vous le voyez, je suis sous le nom de Charlotte, mais je m'appelle Zaineb et je suis ingénieure d'affaires chez Redsen Consulting France, qui est donc un cabinet de conseil en management indépendant. Nous sommes donc présents en France, en Suisse, en Belgique et on compte environ 80 consultants. On a donc 3 axes majeurs d'intervention. Qui sont la transformation digitale, la gouvernance SI et l'architecture de l'entreprise. Je vous invite donc à consulter notre site web pour en savoir plus. Et je vous invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, je laisse la parole à notre intervenant, Monsieur Alain Lefebvre, qui travaille dans le secteur informatique. Bonjour Alain. Depuis 1977 et qui est aussi conférencier et auteur de nombreux livres. Et il rédige également les chroniques tendances décryptées pour notre blog Redsen. Donc, voilà. On peut commencer le webinaire. Merci Zeynep. Tu n'oublieras pas de me donner la main comme organisateur pour que je puisse partager mon écran. Oui, bien sûr. Fais-le tout de suite pendant que voilà. Qu'on a juste 1 heure et donc on va utiliser 3 quarts d'heure pour la présentation et 1 quart d'heure pour les questions-réponses. Et puis bon, pas d'inquiétude si jamais il y a des coupures. Zeynep surveille tout ça et s'il y a des coupures, elle me préviendra et je serai capable comme ça de revenir sur les slides qui ont été passés. De toute façon, en plus, on enregistre tout ça, donc on va publier la vidéo de ce webinaire sur le blog de Redsen. Donc, dans tous les cas, vous ne manquerez rien. Donc, je vais fermer ma vidéo, puisque là, OK, vous m'avez vu, c'est bon, et on va se concentrer sur la présentation. Donc, je vous invite pour cette présentation d'environ 45 minutes sur faire une prospective du marché de l'informatique. Donc, avec comme titre, après les GAFAM et les BATX, à quoi s'attendre, que nous réserve l'avenir. Donc, un sommaire rapide sur ce qu'on va voir ensemble. On va d'abord faire un bref retour historique. Ensuite, on va parler de la dimension chinoise avec les BATX. On va également examiner les GAFAM, les leaders américains un par un, de façon à voir quelle est leur situation actuelle et quelle est leur perspective d'avenir. On finira sur les vrais gagnants du moment, les vrais gagnants actuels et ce à quoi on peut s'attendre à l'avenir. Quand on parle de prospective, surtout sur le futur du marché informatique, il faut bien comprendre que le classement ne se fait pas seulement pour identifier quels sont les leaders principaux, ce n'est pas seulement sur le chiffre d'affaires ou la capitalisation boursière. Il faut comprendre que à ce niveau-là, le mindshare importe autant que le market share. Le mindshare, c'est la part d'esprit, c'est l'influence, c'est l'image positive, et l'un ne va pas sans l'autre. On le voit puisque tout au long de ces années, on s'est aperçu que les leaders du passé qui perdaient le mindshare, qui n'avaient plus une image de leader et d'influenceurs technologiques, eh bien très vite rentraient dans le déclin et voyaient leur part de marché, donc le market share, progressivement décliner. Et c'est ça qui est important, c'est de faire la part entre les vrais leaders, surtout actuellement, et puis ce qu'on peut appeler un peu méchamment les morts vivants, c'est-à-dire les gloires passées qui ont encore une surface financière du chiffre d'affaires importante, mais qui ne sont plus des influenceurs. D'autant plus que quand on parle du marché de l'informatique, on doit réaliser que le terrain de jeu n'arrête pas de s'élargir. Et il y a une vingtaine d'années, l'informatique était essentiellement un domaine professionnel, mais progressivement, la dimension grand public a pris de plus en plus d'importance et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les principaux leaders ont tous une dimension grand public en plus de la dimension professionnelle. C'est ce qui les caractérise, c'est leur point commun. Donc tout ça est à prendre en compte quand on réfléchit à quels sont les leaders d'aujourd'hui et quels pourraient être les leaders de demain. Très rapidement, parce que quand même les chiffres,
c'est important. Je vous invite à regarder ce passage que j'ai appelé Money Talk, c'est-à-dire l'argent parle, où nous avons deux schémas, deux graphiques, un qui date à gauche de 1993 et puis celui de droite, c'est la situation aujourd'hui, ou du moins il y a quelques mois. Et il s'agit de compiler, de lister les principaux leaders de notre secteur selon leur capitalisation boursière. On s'aperçoit qu'en 93, c'est IBM qui est tout en haut de la liste, alors qu'aujourd'hui, et Apple qui est tout en bas, alors qu'aujourd'hui, c'est l'exact inverse. Apple est tout en haut, ou plus ou moins, ou tout au moins était tout en haut, et IBM est en dernière position. En effet, les capitalisations boursières, c'est quelque chose qui évolue rapidement. Il y a beaucoup de volatilité. Donc, après avoir été la première société à franchir le cap de 1000 milliards de capitalisation boursière, Apple est un peu descendu et Microsoft lui est passé devant très dernièrement. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comparer ces deux schémas qui ont plus de 20 ans d'écart et de s'apercevoir que finalement, entre les deux listes, il n'y a pas beaucoup de noms en commun. On ne retrouve que IBM, Intel, Oracle et Apple. Si je ne me trompe pas, il n'y a que ces quatre-là qui ont réussi à se maintenir dans ce peloton de tête depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est assez significatif d'abord que les choses changent, les choses évoluent, des noms disparaissent, des nouveaux noms apparaissent. Et ensuite, on voit aussi qu'en matière de capitalisation boursière, on a beaucoup augmenté. En 93, on culminait à 25 milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt entre 800 et 1000 milliards. On va faire un bref retour historique parce que c'est toujours important de savoir, de comprendre d'où on vient. Et pendant toutes ces décennies, on a vu des leaders techniques, des leaders de marché qui avaient leur influence technique sur l'évolution de ce marché. Dans les années 60, c'était principalement IBM qui dominait le marché de la tête et des épaules, alors que dans les années 70, on a commencé à avoir un certain renouvellement, même si IBM est resté en haut de la pyramide. On a vu apparaître DEC, Digital Equipment, qui a inventé la mini. Alors, c'est pas une révolution technique, c'est juste une évolution, c'est une déclinaison du principe de l'informatique centralisée autour d'un mainframe, autour d'un mini-ordinateur, donc qui le rend un petit peu plus abordable, un peu moins coûteux. Mais fondamentalement, c'est dans la continuité. La vraie rupture, elle est arrivée avec la micro et Apple a été le premier acteur significatif, premier acteur géant même, on peut dire, de ce nouveau domaine. Et la micro a dominé la scène technique des décennies qui ont suivi. Donc, par exemple, dans les années 80, les leaders s'appellent clairement Microsoft, Lotus et Novell. Et dans les années 90, on rajoute à cela Intel, Seul et Oracle. Et pendant ces années 80-90, on a forgé également l'expression Wintel, qui, ce duopole, illustrait la domination technique et en termes de part de marché du couple Microsoft et Intel. Donc voilà, on voit à travers ce bref retour historique que les choses ont quand même évolué assez drastiquement de décennie en décennie et qu'il y a très peu d'acteurs qui ont réussi à traverser les années, les dizaines d'années en restant dans le peloton de tête. En fait, il y en a à peu près que 3, IBM, Microsoft et Intel. Parce que c'est ça l'écueil principal quand on est un leader, quand on est au sommet, il faut éviter de devenir un mort-vivant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mort-vivant? C'est un acteur important, mais qui a perdu son influence, qui a perdu son aura, qui a perdu son image. Alors, des morts-vivants, il est facile d'en citer dans le passé, tels que Novell, Lotus et DEC. DEC et Lotus se sont fait racheter à partir du moment où ils n'ont pas su bien aborder les nouvelles évolutions du marché, en particulier pour DEC, qui a été complètement dépassé par la vague micro-informatique. Novell également est un bon exemple. Novell, c'était l'acteur ultra dominant du marché du réseau local, mais à partir du moment où ce marché, où cette technique s'est banalisée, eh bien Novell n'a pas su passer à autre chose et s'est effacé dans le décor progressivement. Alors, pour voir comment on devient un mort-vivant, on va prendre un exemple relativement récent avec RIM.
RIM, c'est un acteur canadien. RIM, ça veut dire Research in Motion. Et RIM, c'était le producteur du fameux premier smartphone BlackBerry avec le clavier, celui qu'on voit sur la photo. Et il est intéressant de voir que RIM a connu sa meilleure année en 2009, soit 2 ans après la sortie du premier iPhone. Mais à ce moment-là, RIM était déjà en passe de devenir un mort-vivant, ce qui s'est confirmé dans les années qui ont suivi, parce que à ce moment-là, au moment de la sortie de l'iPhone, le mindshare a été capté complètement par Apple avec ce nouveau device, ce nouvel smartphone et son écran tactile. Et c'était la nouveauté qui a changé la donne. Et même si le premier iPhone s'est vendu, a été un succès, mais s'est vendu relativement modestement, avec les générations qui ont suivi, progressivement, de plus en plus d'utilisateurs se sont ralliés à son attrait et le BlackBerry s'est progressivement effacé dans les brumes de l'histoire. Donc voilà comment on devient un mort-vivant en perdant le mindshare, le market share suit derrière. Et on va voir qu'aujourd'hui, il y a quelques acteurs importants qui sont avec nous depuis de nombreuses années, auxquels on s'est habitué, mais qu'on peut qualifier de mort-vivant déjà. Le premier, c'est IBM, dont on peut prédire que la fin est proche. Alors, ça ne veut pas dire que IBM va faire faillite, hein. C'est un acteur trop important pour ça. On peut imaginer que cette fin va se concrétiser par une vente par appartement, par un rachat par un plus gros acteur ou ce genre de choses. C'est arrivé par le passé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour IBM pour, en quelques années, passer d'un acteur important à un acteur dont aujourd'hui on peut qualifier comme étant un mort-vivant? Eh bien, au début des années 2000, il a commencé à vendre son activité PC et serveur en 2 fois au chinois Lenovo. Il a racheté Pricewaterhouse pour se centrer sur le conseil et le service, pour après changer de stratégie quand Ginny Rometty, celle qui est en photo là, est devenue le PDG. Alors là, elle a mis l'accent sur le cloud et l'IA. Sur le papier, c'était très bien, mais ça n'a pas marché pour 2 raisons très simples. D'abord pour le cloud, qui est un marché qui était déjà très compétitif. Elle s'est heurtée au dynamisme d'Amazon, de Microsoft et de Google, et elle n'avait pas les équipes qu'il fallait pour leur donner la réplique. Et pour l'IA, c'est encore plus simple. Avec son produit Watson, IBM a formidablement bien réussi l'effet démo qui permet de mettre l'IA en avant, mais n'a pas su, et pour de bonnes raisons, transformer ce succès d'estime en succès commercial sur le terrain. Il a essayé de vendre Watson massivement dans le domaine médical, dans les centres de cancérologie, mais ça n'a pas bien marché parce que ces centres de cancérologie n'avaient pas assez de données pour alimenter Watson correctement. Et quand on ne donne pas assez de données, pas assez de volume de données à un système de machine learning, bien, il ne donne pas des prévisions intéressantes. Le dernier acte pour IBM, c'est le rachat tout récent de Red Hat, qui est particulièrement intéressant à travers le prix mis sur la table pour ce rachat. 34 milliards de dollars. C'est un prix énorme et ça montre que pour arriver à séduire le management de Red Hat, IBM a été obligé de mettre le prix fort. Et il est significatif de penser que si ça n'avait pas été un IBM qui rachetait Red Hat, si ça avait été un acteur un peu plus dans le coup, il n'aurait pas eu besoin de mettre autant de dollars sur la table. Donc, c'est bien le signe que tout le monde comprend que IBM est en déclin et son rachat de Red Hat, c'est en quelque sorte son dernier acte qui tout double. Autre acteur dont on peut qualifier qu'il s'agit désormais d'un mort-vivant, c'est Oracle. Et pourtant, Oracle a connu une décennie 2000 très bonne puisqu'il allait de sommet en sommet et ça a culminé en 2009 avec le rachat de Sun qui permettait de concrétiser le rêve de Larry Ellison d'enfin proposer un acteur complètement intégré, verticalement intégré, capable de proposer tout ce dont les clients avaient besoin sur étagère, des serveurs aux logiciels. Le problème, c'est que le timing n'était pas bon parce qu'en 2009,
c'était pas un acteur du hardware qu'il fallait racheter, mais un acteur important dans le domaine du cloud. Et là, on peut dire qu'il a loupé le coche, puisqu'il a échoué à racheter Salesforce, alors qu'il y avait pourtant beaucoup de connexions entre les deux compagnies. Et on a vu également qu'il y a eu beaucoup de tiraillements sur sa stratégie cloud, sur lequel Oracle n'a jamais été complètement engagé, motivé et sincère. Donc aujourd'hui, au niveau du cloud, ils sont en retard. Ils compensent en essayant de tirer un maximum des clients qu'ils ont déjà. Et évidemment, les clients, eux, réagissent. On n'aime jamais être la vache à lait. Et donc, on sent bien que Oracle a loupé le tournant et aujourd'hui n'est plus un acteur qui donne le ton, qui donne le là dans l'évolution technique. C'est un mort-vivant qui a amorcé son déclin. Enfin, le troisième mort-vivant important, exemple significatif, c'est Intel. Alors, ça peut sembler surprenant parce qu'Intel a encore une très belle image et lui aussi, comme Oracle, pendant la décennie 2000, il a eu de très bonnes années. Il a même mieux résisté que Microsoft, qui était ultra dominant à la fin des années 90 et qui a connu un début de déclin pendant les années 2000, pendant la fin des années Ballmer. Et Intel, dans une certaine mesure, a connu son point culminant en 2006 quand Apple a annoncé que les Macintosh allaient désormais être équipés d'un processeur Intel. Ça faisait longtemps que Intel attendait ça, que c'était une de ses batailles de fond et il l'a enfin remporté. Mais à ce moment-là, c'était déjà l'électronique pour mobile qui comptait bien plus que l'électronique pour PC, pour micro-informatique. Et à ce niveau-là, Intel était très en retard, il l'est encore, à tel point qu'aujourd'hui, on sait que ARM, qui était une petite compagnie au début des années 2000, pèse bien plus que Intel sur ce marché. Et là aussi, on voit que Intel a perdu le mindshare. Alors, ça ne veut pas dire que le management n'essaye pas, justement, fait pas des efforts pour rattraper ça. Et dernièrement, par exemple, ils avaient lancé un projet très ambitieux de lunettes de réalité augmentée qu'on voit sur la photo de ce slide. Un projet très intéressant, techniquement en pointe, très très bien intégré, mais que finalement ils ont tué au dernier moment parce que sans doute ils sentaient que c'était pas tout à fait en synchronisation avec leur image actuelle. Donc on voit que Intel se bat pour continuer à rester dans la course, continuer à garder une partie de son mindshare, mais pour le moment, le pronostic est plutôt négatif et on a plutôt tendance à penser que Intel fait partie des morts-vivants. Et d'ailleurs, il y a plein de signaux qui montrent ça. Par exemple, récemment, Amazon, qui est un gros consommateur de serveurs pour son activité cloud, a commencé à mettre en place des serveurs qui reposaient sur des processeurs autres que Intel. Également, il y a un Taïwanais qui s'appelle TSMC, si je ne me trompe pas, qui est un acteur inconnu des non-spécialistes et qui commence à avoir justement de l'impact sur le chiffre d'affaires d'Intel parce que ce Taïwanais, c'est pas un acteur complètement intégré, ce sont des usines pour faire les processeurs que les autres ont conçus, que les autres ont designés. C'est en quelque sorte le prestataire de service pour ceux qui sont fabless, qui sont sans usine. Et ça marche tellement bien que ce Taïwanais commence à prendre des parts de marché à Intel. C'est encore un signe que Intel a commencé à amorcer son déclin. Alors maintenant, on va voir les nouveaux dominants en commençant par les Chinois. Zainab, tout va bien? On m'entend bien? Oui, tout va bien. Très bien, alors je continue. Alors les nouveaux dominants, ce sont bien sûr les GAFAM pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, mais ce sont également les BATX, ces acteurs chinois qu'on connaît moins bien, le B pour Baidu, le A pour Alibaba, c'est sans doute le plus connu des quatre, le T pour Tencent et le X pour Xiaomi. Bon, comme ce sont des acteurs qu'on ne connaît pas bien, il est intéressant de pouvoir faire une sorte de tableau d'équivalence. Donc, on va dire de façon assez grossière que Baidu, c'est l'équivalent de Google, puisqu'ils ont un moteur de recherche très utilisé. qu'Alibaba, ça va être au moins pour l'activité e-commerce, l'équivalent d'Amazon. Ils ont également une activité cloud assez importante. Tencent, on va le mettre dans la catégorie réseaux sociaux, donc un équivalent de Facebook. Bon, c'est assez grossier, mais
Ça permet d'avoir des points de repère. Et enfin, Xiaomi est souvent qualifié d'Apple chinois, puisque leur activité principale, ce sont les smartphones bien finis et de prix attractifs. Alors, quelques rappels factuels sur les BATX, des données, comment dire, des chiffres qui permettent de voir combien ces acteurs chinois commencent à peser, comme Tencent, par exemple, qui revendique d'avoir dépassé le milliard d'utilisateurs de son application de messagerie WeChat. Ça veut dire que WeChat est utilisé au-delà du marché chinois. L'autre fait intéressant et significatif, c'est de voir que dans le domaine du paiement par mobile, les Chinois sont très clairement en tête sur le reste du monde, y compris les Américains, puisque les applications de paiement mobile qui sont intégrées à l'intérieur de WeChat et d'Alipay, qui est l'application d'Alibaba, sont très utilisées en Chine et ça représente un volume d'affaires qui est quelquefois qui est plus de 5 fois supérieur à ce qui se fait sur les marchés américains et européens réunis. Donc on voit que là, ils ont clairement pris le leadership dans ce domaine. Alors, on peut contester l'acronyme BATX, on peut contester de mettre Xiaomi dans le lot parce que Xiaomi, en fait, c'est encore un petit acteur. Il y a d'autres acteurs chinois qui sont très importants, tels que Huawei, oui, ça se prononce comme ça, ou en tout cas, je crois que ça se prononce comme ça, qui s'est petit à petit hissé à la seconde place des fabricants de smartphones, alors que ça représente qu'une petite part des activités de ce géant des télécoms qui a par exemple racheté 3Com en 2007. 3Com, l'acteur américain bien connu, qui était à l'origine des cartes Ethernet dans les années 80. Et Huawei est déjà 10 fois plus gros que Xiaomi. Donc on pourrait très bien remplacer cet acronyme BATX par BATH, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des nouveaux acteurs chinois qui se pressent au portillon et qui sont dynamiques, qui sont en pleine croissance et que c'est un marché bouillonnant. Et on l'ignore souvent, mais dans certains domaines, ces nouveaux acteurs sont les leaders mondiaux. On a déjà parlé du paiement par mobile, mais on pourrait parler des jeux vidéo, qui est un marché très important, bien plus important que le cinéma, par exemple. Eh bien, Tencent est le numéro 1, même si vous ne connaissiez pas ce nom. En fait, il a dans son portefeuille un certain nombre des jeux les plus connus, les plus utilisés par les jeunes. Il est largement devant Sony, Apple, Electronic Arts, Activision, Nintendo ou Bandai. C'est peut-être une surprise, mais c'est la réalité des chiffres. On voit aussi que dans les domaines traditionnels de notre secteur, en particulier le cloud, eh bien progressivement, on voit aussi les acteurs chinois apparaître et être en pleine croissance. On voit que dans cette liste, Alibaba apparaît et je ne serais pas surpris que d'ici 2-3 ans, Alibaba ait rejoint la liste des 5 premiers dans ce domaine-là. Donc on peut penser que la Chine est le prochain géant du numérique qui va doubler les Américains sur ce plan, si ce n'est pas déjà fait, ou en tout cas c'est en cours. Là, on voit sur ce graphique 3 courbes, on voit que les Européens sont largement en dessous que les Américains, mais que pour les Chinois, les courbes sont en train de se croiser. Par contre, il faut bien comprendre que pour le moment, à part dans le domaine du paiement mobile, les Chinois peuvent difficilement être vus comme des leaders technologiques, particulièrement dans le domaine des smartphones. Ils se contentent de copier de façon habile et performante, surtout sur le plan du rapport qualité-prix, se contentent de copier ce que font les leaders américains. Alors justement, revenons aux USA et abordons un autre acronyme qu'on entend de temps en temps, les NATU. NATU, c'est pour Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Donc certes, ce sont des acteurs importants qui montent en puissance, qui ont une croissance forte, mais pour le moment, par rapport à nos GAFAM, ce sont des petits acteurs et même s'ils sont dynamiques, même s'ils sont innovants, ils ne concernent pas encore vraiment le marché de l'informatique, donc on peut les laisser de côté. C'est intéressant mais anecdotique. Revenons sur nos GAFAM et faisons un bilan point par point, acteur par acteur,
pour voir si tous méritent de rester dans ce peloton de tête ou si des craquements commencent à apparaître et sont susceptibles de modifier ce classement à court terme. On va commencer par Facebook, qui, d'après moi, va rapidement avoir un destin à la eBay. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années 2000, 2004, 2005, eBay était vu comme un leader très important, pesant lourd, à la forte croissance et qui pouvait devenir un acteur global du marché de l'Internet, voire menacer les positions de Google. Finalement, il n'en a rien été et eBay s'est progressivement replié sur son activité d'origine. C'est toujours une société importante dans le domaine de la vente en ligne, de la vente aux enchères, mais plus personne ne voit eBay comme un acteur global capable d'influencer le marché. À l'époque, eBay, par exemple, avait racheté Skype. Finalement, ils l'ont revendu et c'est Microsoft qui, aujourd'hui, détient Skype. Donc, il va arriver la même chose à Facebook. Ça va rester une société importante qui pèsera lourd dans sa spécialité, mais qui ne sera plus vue comme un leader technique à court terme. Il faut dire que là, Facebook a vraiment vécu une année horrible avec une succession de scandales à répétition, de fuites et de ventes de ces données de ses utilisateurs. Alors évidemment, il faut être naïf pour être un peu surpris par ce qui est arrivé, parce qu'il suffisait d'étudier un peu Facebook et son business model pour comprendre que c'était ça sa vraie richesse. Mais Facebook a d'autres faiblesses, en particulier de ne pas être assez diversifié. C'est vraiment une société qui est centrée sur son core business. On le voit à travers ses rachats. Facebook n'a pas cherché vraiment à s'étendre en rachetant Instagram ou WhatsApp, qui sont des applications qui pouvaient être concurrentes de son marché principal, le marché des réseaux sociaux. Et elle a préféré les racheter et les intégrer pour éteindre la menace. Il n'y a que Oculus qui fait des casques de réalité virtuelle, qui est un pari sur l'avenir, qui n'a pas encore rempli toutes ses promesses, mais qui est intéressant. Mais on voit aussi que suite à cette année de crise, on voit que le management de Facebook n'a pas le sang-froid nécessaire pour avoir une vision à long terme, puisque dès les premières crises, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'arrêter les projets vision à long terme, ce qu'on appelle les projets moonshots. Avec un exemple, le drone Aquila, qui a été la première victime on coupe dans tout ce qui n'est pas important pour rassurer les actionnaires. Alors, le drone Aquila, qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose de très intéressant. C'était un avion autonome solaire en haute altitude, un quasi-satellite en quelque sorte, en orbite basse, très basse, qui permettait d'offrir de l'accès à Internet dans des zones qui n'en avaient pas, sans temps de latence. Le problème de l'accès à Internet par satellite, c'est comme le satellite est en altitude et loin de la Terre, il y a toujours un peu de latence pour établir la communication et même si on a beaucoup de bandes passantes, la latence devient l'élément important. Et cette latence, on l'efface complètement avec ce type de drone autonome capable de rester 30 jours et plus en altitude stratosphérique. C'est très intéressant. Le drone Aquila était bien positionné, mais Facebook l'a supprimé. Et aujourd'hui, ce sont les principaux acteurs de l'aéronautique, comme Boeing et puis surtout Airbus, qui redeviennent naturellement les leaders dans ce domaine. Et c'est Airbus qui a l'avantage actuellement, puisque Airbus a racheté les différentes startups qui s'étaient aventurées dans ce domaine-là et en profitent aujourd'hui de leur avance. Alors, autre acteur pour lequel on peut avoir un doute quant à la pertinence de continuer à le placer, à le laisser dans les acteurs dominants, c'est Apple. Apple qui vient de connaître une décennie dorée, une décennie formidable, incroyable, mais on peut aussi prédire que cette décennie ne peut pas aller au-delà, ne peut pas durer tant que ça. On ne peut pas imaginer que les records de vente d'iPhone vont continuer encore pendant des années pour Apple, qui en plus les vend assez cher, avec des marges importantes. Certes, l'iPhone a été un succès récurrent pendant toutes ces années, mais c'est un pari trop audacieux d'imaginer que ça puisse encore durer 10 ans ou même seulement 5 ans. De plus, on s'aperçoit
que le succès de l'iPhone a été en quelque sorte, pour Apple et pour son équilibre, un succès catastrophique parce que sa part est devenue bien trop importante dans le revenu d'Apple, dans le revenu global. De plus, Apple a fait quelques erreurs ces dernières années avec des rachats assez contestables. Donc, par exemple, racheter Beats, qui est un acteur qui fabrique des casques audio, plutôt que de racheter Nest quand Nest était disponible, alors que Nest représentait la nouvelle vague de la domotique moderne et qui a finalement été racheté par Google. Alors, ça ne veut pas dire que Apple n'innove pas ou n'essaye pas d'innover. Apple innove toujours. Simplement, pour le moment, ces innovations ne rencontrent pas le succès. On a l'exemple avec l'Apple Watch, qui est intéressante, qui est sur le plan technique, qui est assez performante, mais qui, pour le moment, n'a pas vraiment rencontré le succès. Donc, il serait faux de dire que Apple n'innove plus, que depuis que Steve Jobs est mort, le management est paresseux, sans inspiration, etc. Non, le principal problème d'Apple, c'est que les iPhones représentent une part trop importante dans la répartition des revenus et qu'on sait qu'il est évident, qu'il est facile de prévoir que ces ventes vont se contracter à l'avenir, soit parce que l'iPhone va perdre son succès, soit tout simplement parce qu'Apple va être contraint de les vendre moins cher et donc va gagner moins d'argent à part de marché équivalente. Et on a du mal à imaginer qu'il puisse faire grandir encore sa part de marché. Donc, il est relativement facile, il est relativement probable de dire que Apple, comme Facebook, va sortir du peloton de tête. Alors, qui va y rester? Quels vont être finalement les vrais, les seuls gagnants, les seuls acteurs principaux rescapés de ce quintet qu'on appelait les GAFAM? Eh bien, il va y avoir Microsoft, par exemple. Microsoft qui, en 15 ans, a fait un rebond absolument formidable. Depuis que Nadella a remplacé Ballmer, bon, Nadella n'a pas fait tout à lui tout seul, bien sûr, mais depuis qu'il a remplacé Ballmer, eh bien, il est clair que Microsoft a vraiment rebondi et aujourd'hui va de succès en succès. On le voit à travers principalement une présence formidablement réussie dans le cloud, puisque Microsoft est maintenant le second acteur principal du cloud juste derrière Amazon et le concurrence fortement avec une meilleure croissance. Mais pas seulement. Donc le pari du cloud a été réussi pour Microsoft, ce pari que IBM, lui, n'a pas réussi à concrétiser. Mais pas seulement. D'abord, Windows et la Xbox restent des revenus forts, donc il y a une certaine diversité dans le portefeuille de revenus. Mais également, Microsoft a su se diversifier, a su innover et a su intégrer ces innovations dans son portefeuille de produits. Le meilleur exemple, c'est le couplage de Skype, donc qui a été racheté par Microsoft il y a quelques années, et de ses recherches en matière d'IA. Microsoft a su injecter de plus en plus d'IA dans Skype pour accroître ses fonctionnalités et son attrait, en particulier à travers les fonctions de traduction automatique qui ne sont pas encore complètement opérationnelles et déployées, mais dont les démonstrations sont très, très spectaculaires et laissent augurer d'une application qui va être très, très attractive. Et ce n'est pas fini, parce que Microsoft prépare l'avenir, par exemple, avec HoloLens. HoloLens, ce sont ces lunettes de réalité augmentée que pour le moment, Microsoft positionne assez prudemment et assez intelligemment dans le domaine de l'informatique professionnelle. Et dans un premier temps, seulement ça. Donc on voit aussi que Microsoft continue de préparer l'avenir et investit sur les bons carrés. Donc Microsoft, incontestablement, fait partie du trio gagnant de l'avenir et mérite de rester dans ce peloton de tête. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi Amazon, dont on peut dire qu'Amazon va aller toujours plus haut. Alors, vous voyez sur cette photo que j'ai détourné un peu la flèche du sourire du logo Amazon.com, où on voit Jeff Bezos souriant, pour montrer que la flèche monte vers le haut, monte vers les sommets. Et effectivement, Amazon, qui est déjà un géant, va encore progresser. Alors,
Quand on parle d'Amazon comme un leader du marché de l'informatique, ça peut quand même être très surprenant parce que on vous aurait dit ça il y a 15 ans, vous auriez eu du mal à le croire. Amazon, à cette époque-là, avait juste l'image d'un acteur dominant du domaine de l'e-commerce et on avait du mal à le positionner comme un acteur majeur du marché de l'informatique. Mais c'est justement là où on voit les mutations de ce marché, où progressivement, l'activité cloud est devenue une activité majeure et Amazon est l'acteur dominant, l'acteur qui véritablement a imaginé, inventé l'activité cloud moderne à travers Amazon Web Services. Mais Amazon n'a pas que ça dans son palmarès. Il y a également le système d'abonnement Prime, la fonction One Click Buy, et puis les autres secteurs, les autres marchés clés où Amazon est très bien positionné, avec par exemple le Kindle pour la lecture numérique, la vidéo on demande où Amazon aujourd'hui est le seul véritable adversaire de Netflix, avec une stratégie un peu différente, mais on sait qu'ils peuvent monter en puissance et devenir un vrai adversaire à Netflix dans les 2 années qui viennent, avec l'innovation également avec Alexa. Là aussi, Amazon a inventé le haut-parleur intelligent avec une petite dose d'IA pour introduire l'interface conversationnelle. Et puis aussi et surtout, Amazon dispose d'une organisation et d'une logistique qui autorise toutes les ambitions pour l'avenir. Donc on peut dire que Amazon fait partie du groupe de tête, mérite d'y rester et a encore le potentiel pour beaucoup progresser. Donc, incontestablement, c'est un des gagnants d'aujourd'hui et du futur. Et enfin, Google. Google, pour lequel j'ai repris le slogan, l'ancien slogan de Decathlon, à fond la forme, parce que la galaxie Google, donc on le voit avec beaucoup de noms différents, d'applications différentes, domine certains marchés de la tête et des épaules, des marchés clés, des marchés qui sont en croissance, même s'ils ne représentent pas forcément des chiffres d'affaires importants, mais on a vu ces 15 dernières années que dans un premier temps, il était important d'avoir de la présence, d'avoir du mind share, avant justement de pouvoir encaisser et récolter le market share. Et à ce niveau-là, Google, qui est un des membres de la maison mère Alphabet, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler aujourd'hui, mais les habitudes sont dures à changer. Google est un acteur ultra dominant sur un certain nombre de secteurs et ça pourrait être encore bien mieux. Car si on analyse un peu, on s'aperçoit que Google est le seul des grands acteurs à avoir à la fois le cloud, l'IA et le mobile. Donc c'est incroyable, mais on s'aperçoit aussi que sur ces 3 atouts majeurs, pour le moment, Google les exploite modestement, pour pas dire médiocrement. Par exemple, dans le cloud, où Google fait partie des 4-5 grands acteurs, on peut dire qu'il est également son propre pire ennemi, ce qui empêche de vraiment commercialiser son offre cloud à grande échelle vis-à-vis du marché professionnel, parce que dès que son équipe augmente ses capacités d'hébergement, eh bien Google en est le premier client en quelque sorte, c'est-à-dire que ça annule une grande partie des efforts de ses équipes. On peut dire dans ce sens que Google est son propre pire ennemi, il consomme les efforts pour augmenter ses capacités. Pareil dans le domaine du mobile, Android est une formidable réussite, mais on peut s'interroger sur quel est le vrai bénéfice pour Google. Pour le moment, Google n'a pas mis sur le marché beaucoup de terminaux qui exploitent de façon profonde son système. Et donc, on a l'impression que c'est encore un petit peu en attente. La même chose pour Nest, racheté au bon moment, mais pas assez valorisé, pas assez mis en avant. Là encore, c'est en quelque sorte un potentiel en devenir. Enfin, sur l'IA, c'est Google qui a été l'acteur le plus en pointe dans le domaine de la redécouverte de l'IA pour le grand public, à travers les mécanismes de machine learning et de deep learning, à travers sa filiale DeepMind, qui a fait des démonstrations très spectaculaires à travers sa reconnaissance d'image, sa synthèse d'image ou
justement les compétitions où elle a été capable de battre des champions, par exemple du jeu de Go. Ça a été très très spectaculaire, bien plus spectaculaire encore que quand IBM a battu le champion du monde d'échecs en 97, parce que pour les échecs, on pensait ça possible, mais pour le Go, on pensait que c'était bien plus difficile. Mais finalement, non. DeepMind a réussi à surmonter tous ces challenges. Mais là aussi, on voit relativement peu de concret. Google n'est pas passé en phase de commercialisation sur cette offre. Et peut-être a-t-il eu raison d'ailleurs. Peut-être que c'est trop tôt. Et on voit à travers l'échec d'IBM sur Watson qu'il faut encore attendre un peu avant de trouver le bon créneau de commercialisation pour l'IA. Donc on voit que Google fait partie du trio de tête, incontestablement, mais qu'il a le potentiel pour faire encore mieux. Et l'avenir, au-delà de dire, bon, ben voilà, on va passer de 5 à 3, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, justement, l'avenir le plus probable, c'est une relative stabilité où on passe des GAFAM aux GAM, c'est-à-dire qu'on admet progressivement que Apple et Facebook ne sont plus vus comme des leaders, même s'ils restent importants chacun sur son domaine, et on ne voit pas de nouvel acteur assez important pour intégrer ce trio qui deviendrait un quartet. Donc l'avenir le plus probable, c'est une relative stabilité avec une restriction du peloton de tête où on passe de 5 à 3 acteurs. Mais comme une surprise est toujours possible et que généralement quand on fait des prévisions, c'est pour être contredit, il ne faut pas oublier ce que j'appelle le NBT factor. NBT, c'est Next Big Thing. Et à ce niveau-là, par exemple, si tout d'un coup un acteur mettait sur le marché des lunettes à réalité augmentée qui seraient à la fois discrètes, efficaces et bien intégrées, eh bien, cet acteur pourrait faire une percée majeure sur ce nouveau marché. Et ça pourrait être Apple qui prépare quelque chose dans ce domaine-là. Apple pourrait réussir là où Intel a renoncé. Et ça remettrait Apple en selle, ça le remettrait dans ce trio de tête. En conclusion, parce que les 45 minutes sont presque écoulées et on va essayer de respecter le timing, on voit bien que les vrais leaders sont également des influenceurs, qu'il peut y avoir des variations, puisque là on va passer de 5 à 3, mais elles prennent du temps, même si elles sont certaines. C'est ça qui est important, c'est de comprendre que bien sûr les choses changent, mais que les choses changent en prenant du temps. C'est pour ça que les Chinois vont devoir mettre des années avant véritablement de pouvoir prétendre à cette position dominante. De plus, les gammes, les trois acteurs principaux, Google, Amazon et Microsoft, sont encore loin de leur potentiel maximum. Donc, la course va devenir d'autant plus dure pour les nouveaux entrants. Voilà, j'ai terminé. Zaineb, on peut passer aux questions-réponses si tu en as. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Et oui, on peut passer aux questions. Enfin, moi, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est comment se traduit l'influence technique des leaders du marché? Et pouvez-vous nous donner des exemples concrets? D'accord. Bon, on va déjà traiter cette question-là. Mm. Alors, on peut donner un exemple très récent. Par exemple, Amazon qui commence à mettre en place des serveurs non Intel dans ses fermes de serveurs, il donne un signal fort à l'ensemble des clients et à l'ensemble des acteurs du cloud qu'aujourd'hui, reposer sur des processeurs Intel, c'est pas obligatoire. Donc ça, c'est un exemple d'influence forte. Google a montré aussi tout au long des années 2000 qu'on pouvait faire des applications web qui n'avaient rien à envier aux applications natives avec une utilisation approfondie du JavaScript. Et progressivement, tout le monde s'est habitué à ce que des applications en ligne présentent le même niveau de fonctionnalité, le même niveau de confort que des applications desktop habituelles. Donc voilà des exemples concrets, connus, vérifiés, qui montrent que les principaux leaders donnent le ton
et influencent l'évolution du marché, font apparaître des nouveaux usages et habituent tout le monde à ces nouveaux usages. Voilà pour ma réponse à cette question. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai une deuxième question, du coup. Vas-y. Un acteur des Natu pourrait-il jouer un rôle important dans les années qui viennent? Et si oui, lequel? Alors, ça c'est une question difficile. Je ne crois pas qu'un acteur des Natu puisse jouer un rôle important au niveau de Google, Amazon, Microsoft. C'est ça qu'il faut mettre en relation, hein. Ça ne veut pas dire que les Natu, c'est des acteurs négligeables. Bien sûr, si par exemple Tesla arrivait à être le premier à concrétiser l'offre d'une voiture complètement autonome, ce serait une percée formidable. Et là, on aurait une exploitation d'une innovation assez spectaculaire. Mais à mon avis, ça prendra bien plus de temps que ce qu'on vous dit habituellement. Donc, j'y crois pas trop. Quant aux autres, soit Netflix, que ce soit Uber ou que ce soit Airbnb, bon ben certes, ils peuvent progresser chacun dans leur niche, mais on est un peu dans un scénario à la eBay, c'est-à-dire que au-delà d'exploiter leur niche le plus en profondeur possible, ils vont avoir du mal à déborder, ils vont avoir du mal à se diversifier, ils vont surtout avoir du mal à venir sur le marché de l'informatique comme Amazon a réussi à le faire. Donc, je crois que les Natu sont significatifs de la vague d'innovation qu'on connaît depuis une quinzaine d'années, mais il ne faut pas se tromper de cible. Les Natu vont rester pendant encore un certain temps au mieux des acteurs secondaires et non pas des acteurs dominants à l'échelle de Google, Amazon ou Microsoft. C'est plutôt du côté des acteurs chinois qu'on peut avoir une surprise. Si ils continuent de progresser à ce rythme et s'ils développent du leadership dans des domaines de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, ils ont déjà la main sur le paiement sur mobile. Ils peuvent aussi montrer des choses intéressantes dans la concrétisation, dans la mise en application des techniques d'IA. Ils peuvent être justement les premiers à faire déboucher la commercialisation de l'IA. À partir de là, finalement, on se rendra compte que les BATX, ou au moins certains de ces BATX, BATH, méritent de rentrer dans le peloton de tête, mais ce n'est pas encore le cas. Ça, c'est une prévision qui est plus facile à faire que de dire que les Natu vont devenir des leaders globaux. Ça, j'y crois pas. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Et est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Donc, là tu as déjà balayé les deux questions qu'on avait. Si tu n'as pas d'autres questions, on va se contenter de ça. On va s'arrêter là et en vous remerciant de votre attention. Donc, comme je l'ai dit en préambule, ce webinaire sera disponible en version vidéo que je vais poster directement sur le blog de Redsen. Donc, si vous aviez manqué ce webinaire ou si vous en aviez manqué certaines parties, eh bien, vous pourrez le rejouer complètement en vidéo un petit peu plus tard. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.